Bonjour à toutes et à tous, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve. Mon invité a vendu plus de 15 millions d'albums. Malgré les épreuves, il chante toujours le bonheur et l'amour. À la veille de ses 50 ans de carrière, je suis particulièrement ravi de retrouver Franck Michael. Bonjour Franck. Bonjour. Merci de m'accueillir chez vous. Avec plaisir. Je le disais, vous sortez un nouvel album le 14 octobre qui s'appelle Je vous aime toutes. Oui. Qu'a-t-il de particulier pour vous ce nouvel album? Il change un peu de ce que j'ai fait, de tous ces albums, parce que j'en ai fait quand même beaucoup sur 45 ans, et presque 50. Et ça change un petit peu, il y a beaucoup de différences entre chansons et chansons. Vous l'entendrez, c'est tout à fait... moi, je le trouve très large. C'est un des albums dont vous êtes le plus fier. Mais le plus fier, peut-être, oui, il y a eu des albums où j'étais très fier aussi, comme Toutes les femmes sont belles, par exemple. Mais celui-ci, j'en suis fier parce qu'il change un peu d'une routine. Ça change d'une chanson à l'autre, ça change. Avec la chanson Accroche tes rêves à une étoile, vous racontez l'histoire d'un enfant qui a d'autres rêves que d'être à l'école. Oui. C'est un enfant artiste. C'est inspiré de votre histoire? Non. C'est une idée qui vient de Claude Lemel. Je travaille avec Claude Lemel à Paris. Et c'est lui qui m'a écrit cette histoire. Je lui en avais un petit peu parlé et il a développé cela. Mais ça vous rappelle quelque chose? Vous-même, quand vous étiez à l'école, vous aviez déjà l'esprit qui voyageait souvent vers la musique déjà? Ah oui, j'ai commencé à l'âge de 8 ans, solfège. Et puis alors j'ai suivi pour apprendre les instruments. Et ça a continué jusque maintenant, on peut dire. Parce que je n'ai jamais arrêté. Mais à 8 ans, j'ai commencé la musique. Une autre nouvelle chanson, Tu verras, sur laquelle vous évoquez l'après-Covid et la liberté retrouvée. Vous, comment est-ce que vous avez vécu cette période de Covid, ce qu'on appelait le confinement? Moi, je l'ai vécu comme tant d'autres, difficilement, parce que on devait faire très attention. Et c'est pas fini, quand même. Mais enfin, disons que on voit moins de masques quand même se promener. Là, il n'y avait plus de spectacles, il n'y avait plus, ça a duré presque 2 ans, 2 ans sans spectacle, les gens s'ennuyaient, les gens ne sortaient plus, nous on avait plus de travail, enfin, ni moi ni personne. Que ce soit le plus grand ou le moins fort, c'était la maison. Et moi j'ai profité, comme certains, à écrire des chansons qui ne sont même pas encore là, qu'il y en a d'autres en préparation, parce que je m'amusais à écrire. Cette nouvelle chanson, Tu verras, est écrite par Salvatore Adamo. Comment ça se passe quand c'est comme ça? Vous lui proposez une musique et lui écrit dessus? Vous lui parlez d'un thème? Comment est-ce que vous collaborez ensemble? Ou bien lui écrit un texte et il pense à vous pour le chanter et il vient vous le
vous le proposez? Comment ça se passe? Mais ici, c'est un peu spécial. C'est-à-dire que j'ai entendu une chanson en allemand, chantée par Salvatore Adamo en allemand, et je la trouvais tellement belle, la mélodie, et j'ai demandé à avoir un super texte. Et un super texte, moi j'ai toujours adoré Adamo. J'aime beaucoup, j'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien son écriture, sa noblesse, sa gentillesse, sa façon, enfin il a des qualités. Et je lui ai demandé s'il pouvait m'écrire un texte sur cette musique. Ce qu'il ne fait pas souvent, d'ailleurs. Et moi, j'ai traversé une petite période un petit peu malade, un peu enrhumé, un peu... et directement, il m'a dit, sans problème, 2 jours après, j'avais le texte. C'est pas la première fois qu'il écrit une chanson pour vous? Non, c'est pas la première fois. Mais là, il a écrit des chansons, paroles et musique. Ici, il a donc les paroles, et la musique vient d'un Allemand, dont le nom j'oublie. Mais ça fait longtemps que cette chanson existe. Comment est-ce que vous expliquez qu'il soit possible d'être amis, puisque je crois que vous êtes amis, ou en tout cas vous vous appréciez, vous avez beaucoup de respect, beaucoup d'estime et d'admiration réciproque, qu'il soit possible d'être amis avec, j'utilise un mot un peu fort, hein, avec un concurrent? Mais moi je pense qu'entre Salvatore et moi, il n'y a pas de concurrence. Je crois qu'il n'y a aucune concurrence. Je vais le voir quand j'ai la possibilité. On se voit en studio souvent, on se voit en télé, on se voit surtout ici maintenant, c'est récent avec la chanson, on s'est vu plusieurs fois. Et il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de rivalité entre nous. Une autre des nouvelles chansons de cet album qui paraît le 14 octobre s'appelle « Avec toi, j'ai 20 ans ». Oui. Comment est-elle née cette chanson? Ben, je dois toujours le thème de mes chansons, les paroles du moins, à Claude Lemel, parce que c'est avec lui que je travaille depuis 3 ou 4 albums. Et je lui donne une petite idée, et il a vite écrit, il a vite changé s'il faut. Et là, on parlait de la chanson Avec toi, j'ai 20 ans. Avec toi, j'ai 20 ans. Je crois que lui, il a voulu écrire que la vieillesse n'existe pas. C'est dans la tête. C'est dans la tête. Voilà. Et vous avez une compagne qui est plus jeune que vous. Oui. Ça vous donne aussi cette énergie d'avoir l'impression d'avoir 20 ans? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, c'est important. Je t'attendrai. C'est le dernier titre de votre nouvel album. Oui. Clin d'œil à Dalida, parce que vous aimez beaucoup Dalida et vous aimiez beaucoup sa chanson J'attendrai. Oui, j'aimais beaucoup les chansons de Dalida. Elle avait des superbes chansons. Et J'attendrai, c'est une chanson qui passait beaucoup en radio, qui passe encore. Et avec la personne qui travaille avec moi, qui s'appelle Michel, qui est un peu musicien aussi, on a écrit comme ça, un jour en allant, on revenait de Charleroi, je pense, et en voiture, on a, avec les phones, maintenant ça va tout seul, et on a écrit une musique. Et cette musique, quand quelques jours après,
j'ai écrit ce texte qui allait très très bien à la musique. Donc voilà, c'est devenu Je t'attendrai. Je t'attendrai. Vous voyez, c'est un petit clin d'œil. J'attendrai le jour et la nuit. Oui, mais ça c'est Dalida. Parlons un peu de souvenirs. Votre première chanson remonte à 1973. Je ne peux vivre sans toi. Fin 73. Ouais. Quelle est l'histoire de cette chanson? Mais là, je commençais à jouer depuis un petit temps de la guitare. J'ai commencé par l'accordéon, et puis j'ai joué quelques années de l'accordéon, et puis alors est venue la mode des guitares. Et là, j'ai eu la chance que mon père, malgré tout, m'a acheté une guitare que j'ai toujours. Et là, sur cette guitare, j'ai commencé à écrire. Et j'ai écrit, et je me souviens que cette chanson, j'ai commencé à 1h du matin. Et on travaille beaucoup dans ce métier, on travaille beaucoup la nuit quelquefois. Et à 5h du matin, elle était finie. Paroles et musique. Je ne peux vivre sans toi. Donc c'était... et là, j'ai envoyé cette chanson à plusieurs, parce qu'il y avait beaucoup plus de maisons de disques que maintenant. Et j'ai envoyé ça à Bruxelles, un peu partout. Et toutes les maisons, que ce soit Barclay, RCA, Vogue, enfin tout, il y en avait des tas. Et quand je suis revenu de vacances, donc un mois après, j'ai reçu des lettres positives de partout qui voulaient m'entendre faire une audition. Alors, Barclay était emballé, Vogue également. Il y en avait tellement qu'on les oublie. Et RCA. Et c'est une drôle d'histoire parce que je suis un fan acharné depuis toujours, et je le resterai jusqu'à la fin, d'Elvis. Et je sais qu'Elvis a enregistré depuis ses débuts jusqu'à la fin de sa carrière, il était chez RCA. Donc moi, dans mon... Avec naïveté, Pardon? avec un peu de naïveté, vous avez espéré pouvoir le croiser un jour. Avec un peu de naïveté, exact, je me suis dit, peut-être que je verrai... Parce que Elvis vivait toujours à l'époque. Et là, oui, parce qu'il nous a quittés en 77, hein, 77. Mais ça n'a pas été le cas. Parce que moi, j'ai cru que j'allais rencontrer Elvis, mais ça n'a pas été le cas. Mais il y a une belle histoire qui peut se raconter par après, parce que je me suis rattrapé après, mais sauf sans Elvis. Avec ces musiciens et ce bel album et cette belle tournée, Ouais. on s'en souvient. En 76, votre troisième 45 tours vous offre votre premier grand succès. Ouais. Dites-lui que je l'aime. Ouais. Cette mélodie et cette chanson qu'on continue toujours à fredonner et à chanter avec le même plaisir. Dites-lui que je l'aime, mais que je dois partir. Un jour je reviendrai, et ce jour je pourrai encore l'aimer. Avec le même plaisir, et les gens l'écoutent avec le même plaisir aussi. Mais je vois que vous savez beaucoup de choses sur moi. Et puis, ça fait plaisir.
Et alors, dites-lui que je l'aime, je vais le chanter encore au forum, je vais le chanter. Pratiquement partout. On y reviendra. 1976 est vraiment une année importante dans votre vie. De passage à Cannes, au salon du Midem, le marché international du disque, vous avez le coup de foudre pour une chanson intitulée Un garçon pleure. Ah oui. Son auteur n'est autre que le célèbre parolier Michel Mallory. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez eu un coup de cœur pour cette chanson, Un garçon pleure? Mais quand j'ai écouté la chanson, parce qu'on a fait beaucoup de stands, et le stand qui appartenait à Michel Mallory, quand j'ai écouté la chanson, ça m'a plu directement. D'ailleurs, c'était une chanson qui était écrite pour Claude François, que Michel Mallory m'a dit. Et Claude François n'en a pas voulu, comme d'habitude ça peut arriver. Et moi j'ai fait de tout, de mes pieds, de mes mains, j'ai tout fait pour essayer de l'avoir. Et on est venu l'enregistrer ici à Bruxelles. Et Michel Mallory est venu faire de l'harmonica d'ailleurs. Il a trouvé ça bien. Mais malheureusement ça n'a pas pris l'ampleur qu'on pensait. Mais c'était le début d'une belle collaboration avec lui. Exactement. Là, il y a eu une belle collaboration ensemble. Et on a écrit après des tas de chansons ensemble. Lui, les textes, moi, la musique et les textes. Plutôt lui, les textes mais moi, plus la musique. Et on est devenus des grands amis. Et ensuite, on est parti à cette belle aventure. On est parti à Nashville, où j'ai enregistré cet album d'Elvis. Vous êtes né à côté de Parme, en Italie. Parme. Lorsque vous aviez 3 ans, vous êtes arrivé en Belgique avec vos parents. Oui. Quelles étaient les conditions de vie à votre arrivée en Belgique avec votre famille? Ben, moi, je suis fils unique, donc j'ai été gâté par mes parents. Mais mon père, disons, travaillait dans la mine, donc il n'a pas résisté longtemps, parce qu'il est tombé malade. Après une dizaine d'années, il est tombé malade, et c'est moi que j'ai commencé à aider un petit peu la famille. Avec ma musique aussi, qui n'était pas à l'époque l'euro, c'était les francs belges. Les francs belges. Et avec les francs belges, je m'en souviens puisque je les ai connus aussi, on pouvait faire beaucoup de choses. Hein. Oui, on pouvait faire beaucoup de choses, exact. Quel petit garçon étiez-vous? Ben, je pense que j'étais quand même... Je bougeais bien. Je suis déjà quelqu'un au début de très méticuleux. Donc je laisse rien au hasard. Et encore maintenant, c'est encore pire. Je laisse rien au hasard dans la chanson, dans la vie, dans les recherches ou voilà. Et puis sinon j'étais, je crois, d'après les gens qui m'ont connu, j'étais quelqu'un de tranquille, mais enfin un musicien souvent est tranquille. De quoi est-ce que vous rêviez lorsque vous étiez enfant? Et je rêvais beaucoup de voitures. J'ai toujours aimé les voitures. Et on a eu une passe où j'ai travaillé un peu avec mon père dans un garage.
Et puis j'ai abandonné parce que la musique prenait de l'ampleur et je devais abandonner. Je ne pouvais pas faire les deux. Il y avait beaucoup d'interviews à l'époque, il y avait beaucoup je me souviens qu'on faisait quelquefois 5, 6 interviews par semaine. Et photos, beaucoup de photos, des dédicaces, on en faisait énormément. Donc je ne pouvais pas faire les deux. Et je suis resté avec le goût des voitures parce que mon père a continué. Et voilà, donc j'ai ce goût de voiture qui est resté en moi. Enfant, vous auriez aimé pouvoir avoir un frère ou une sœur? Oui. Oui. Simplement, votre accouchement avait déjà été très difficile pour votre maman. Oui. Vous êtes au courant, là. Et oui, j'ai eu une naissance difficile, mais enfin, ce qui s'est passé, c'est que ma mère a pu vivre et moi aussi. Donc on a eu une grâce. Votre papa avait beaucoup prié pour cela. Oui. Oui, je voulais peut-être le passer, ça, mais mon père, on habitait à l'époque, parce que c'était en Italie, bien sûr, et il passait devant une église, et cette église, il s'arrêtait quand ma mère était pratiquement prête à accoucher. Il priait en disant « Je n'aurai plus jamais d'enfants si je peux avoir les deux » parce que les médecins ne nous donnaient pas d'espoir, ne donnaient pas d'espoir ni à ma mère ni à moi. Donc, il se serait retrouvé seul en perdant sa femme et en perdant l'enfant qui devait naître. Oui, un des deux. Enfin, je sais que mon père disait qu'un médecin lui avait dit vous voulez votre femme ou votre fils. Mon père, bien sûr, sa femme. Mais on a eu de la chance et la grâce d'avoir les deux. Un enfant soutenu par Dieu dès la naissance. Oui, je pense. Moi, j'y crois. Je suis très... J'ai la foi. Hein. Moi aussi. Ah oui, ça fait plaisir. Depuis votre arrivée en Belgique avec vos parents, vous avez toujours vécu à Seraing. Qu'est-ce qui vous retient particulièrement ici à Seraing, alors que, au fond, vous auriez pu retourner vivre en Italie ou ailleurs où le soleil se trouve? Oui, on me le demande à chaque fois. Mais j'ai mes racines ici. Ces racines sont dans cette région. J'ai mes amis. Je suis attaché dans... c'est mon port d'attache ici. C'est un environnement qui vous rassure? Ben oui, j'ai ma fille qui est ici, qui n'hésiterait pas d'aller en Italie si je me déciderais d'aller vivre en Italie. Vous y pensez parfois aujourd'hui? Ou bien non, vous vous dites, c'est vraiment à Seraing que je me sens le mieux, il n'est pas possible que je sois heureux ailleurs? Mais j'ai un peu peur aussi. C'est vrai ce que vous me dites. J'ai peut-être un peu la crainte de ne pas être bien avec les habitudes que j'ai prises ici depuis le début. Et sinon, j'ai fait les 50 pays, quoi. J'ai fait des tas de pays. Il m'en manque 2 ou 3 que je devrais faire encore. Mais j'ai vu des tas de belles choses. Mais quand je reviens
chez moi, je me sens bien. Et les copains qui ne sont pas très loin sont très importants dans votre vie. Ah oui, oui, oui. J'ai des amis qui, eux, sont dans le même cas que moi, qui voudraient retourner, mais ils s'amusent ici, ils aiment l'entourage ici. J'ai des amis qui viennent me dire bonjour souvent. Et là, on parle un petit peu de tout cela, pourquoi on ne ferait pas ça ou ça ou ça. Je dirais que je me sens bien ici. Ouais. Ça se sent et ça se voit, hein? Ah oui, c'est bien. En 1996, le titre « Toutes les femmes sont belles », n'ayant pas peur de le dire, relance votre carrière. Ah oui, 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 oui. Toutes les femmes sont belles. Tout au cœur ont une rose, une douceur dans les yeux, une chaleur qui ne peut que nous rendre amoureux. Racontez-moi l'histoire de cette chanson. Ben, cette chanson, au fait, au début, c'était une petite valse. On l'a toujours appelée une petite valse et jouée au clavier. C'est tout simple que j'en avais pas honte. Parce qu'on n'a pas honte d'une chanson, que ce soit n'importe quoi, que ce soit... Mais j'y croyais pas. Et puis un jour, il y a à l'époque, Dieu ait son âme, le directeur de Vogue, Monsieur Meulemans, il est venu chez moi, il m'a dit, parce qu'il passait souvent à la maison, il m'a dit, tu peux me faire écouter quelques chansons, mais des anciennes chansons, pas les nouvelles que tu fais maintenant. Fais-moi un peu écouter ce que tu as. Et dans la série, en transpirant, d'ailleurs, je lui ai fait écouter cette mélodie. Et il m'a dit, tu me la repasses encore. Et 3 fois, il me l'a fait repasser et il m'a dit, écoute, c'est un tube. Je dis, Roger, espérons-le, mais il faut encore un texte. Je trouve ça une petite valse. Ta petite valse deviendra une grande valse. Parce que Roger Meulemans avait le flair. Il avait quelque chose qu'il ressentait, même pour moi ou même pour d'autres artistes, il ressentait quand quelque chose marchait. Et d'ailleurs, il en a fait des tubes. Hein. Et alors, je me suis retrouvé à Paris. Je ne sais plus comment, parce qu'on y est allé tellement de fois. Et là, j'ai eu la chance de connaître, que j'ai toujours aimé d'ailleurs, Michel Jourdan. Michel Jourdan, je l'ai toujours aimé, la façon dont il écrivait pour Julio Iglesias. Il a écrit énormément de chansons pour Julio et pour d'autres, pour Sacha Distel, plein d'artistes. Et je lui ai fait écouter quelques chansons. Et lui également, sur toutes les femmes sont belles, n'y a pas cru tout de suite. Moi, je lui avais donné une idée. J'aimerais cette chanson, qu'elle soit parolée un peu comme Jodassin, le café des 3 colombes. Et je vous dis des choses qui sont vraiment exactes. Hein. Et il m'a dit, bon, ben, je vais essayer, mais
il y en a d'autres qui me plaisent. Et puis, une semaine après, il me téléphone et il me dit, tu sais, j'ai le titre de ton album, de ton futur album. Et je lui ai dit, bon, ben, je suis curieux de savoir, mais c'est Toutes les femmes sont belles. Et c'est sur quelle musique? Parce que j'avais laissé plusieurs musiques. Mais c'est sur le petit piano, où vous avez fait une petite La piano. petite valse. Sur la petite valse. Et effectivement, ça est sorti dans 2 maisons de disques. Et c'est parti, petit à petit, les gens réclamaient la chanson, et ça c'est devenu un tube. Moi, je pense que personnellement, j'en suis à 1 million aidé, plus les covers. Parce qu'en Allemagne, ça a fait un énorme tube. Au Portugal, en Espagne, en Italie, en Allemagne beaucoup. Ça a été chanté et très bien chanté, d'ailleurs bien interprété par Semino aussi. Voilà comment l'histoire est née. Et quand on n'y croit pas, comme je ne croyais pas à ma première chanson, Je ne peux vivre sans toi, des fois on est surpris. On parlait de rencontres, de belles rencontres, de rencontres importantes. Une autre rencontre, c'est Johnny Hallyday. Ah oui. De son vivant, vous aviez régulièrement Johnny au téléphone. Oui. Qu'est-ce que vous vous disiez tous les deux? Qu'est-ce que vous vous racontiez? Mais ça a commencé avec Johnny, c'est-à-dire que ça a commencé bien avant, quand Michel Mallory m'a écrit, j'ai repris cette chanson, Un garçon pleure. Il l'a trouvé tellement bien, et il en a parlé à Johnny. Et un jour, Michel Mallory, qui est très professionnel et très, très gentil, m'a dit, écoute, tu peux venir un tel jour à Paris, j'ai une surprise pour toi. Alors bon, on n'y allait pas souvent à l'époque à Paris, hein, c'est pas comme maintenant qu'on y est sur 2 heures et demie. Mais je suis allé là-bas et il m'a indiqué le café que, pardonnez-moi, j'ai oublié le nom du café. Qui se trouvait sur les Champs-Élysées. Sur le Champs-Élysées, juste à côté de la maison RCA. Et là, je vois de dos Une carrure. une carrure avec un aigle sur le dos. Je dis, c'est quand même pas possible. Et on s'assied à table, et là, je vois Johnny. Et il me présente à Johnny, voilà Franck, je m'occupe de lui aussi. Et moi, je ne savais même plus manger, et je n'ai pas mangé le quart de ce qu'il y avait dans mon assiette. Quand on a Johnny comme ça devant pour la première fois, c'est impressionnant. Et vous êtes devenus des amis. Et on est devenus des amis parce que là, il m'a dit, écoute, que tu fais quoi vendredi? C'était un vendredi. Et je lui ai dit, nous on était au début de semaine, je dis non, je suis là, je vais rentrer en Belgique. Non, tu vas rester ici et on va faire Guy Lux ensemble. Et l'émission Guy Lux, vous la connaissez, je crois, c'est une émission qui marchait très fort. Et alors là, je suis revenu chercher mes frères, faire tout ce qu'il fallait, et je suis redescendu sur Paris. Et effectivement, j'ai fait l'émission du Guy Lux où il y avait tous les plus grands artistes français. Je me rappelle de Jodassin, Dick Rivers, plein
Eddie Mitchell. Il vous manque, Johnny, aujourd'hui? Mais un peu parce qu'après on s'est revus et il a écrit une chanson pour moi. Et je le disais, de son vivant, vous l'aviez régulièrement au téléphone. De quoi est-ce que vous parliez tous les deux lors de ces échanges? Mais on s'est parlé beaucoup quand j'étais en Amérique, à Nashville, parce qu'il me demandait comment ça se fait que je suis accompagné par les musiciens d'Elvis et les choristes d'Elvis dans les studios d'Elvis où il a enregistré ses derniers albums. Et on parlait un petit peu, je lui disais qu'on allait peut-être faire une tournée sur Paris, ce qui s'est fait d'ailleurs. On a fait 14 jours l'Olympia, 14 jours l'Olympia et une dizaine de spectacles à travers la province en France. On a fait Lille, on a fait Rouen, on a fait beaucoup, une dizaine de spectacles. Et voilà, Johnny s'est toujours intéressé parce qu'il a voulu venir me voir un jour, mais je pense qu'il avait eu un petit souci, comme il y en a tant dans la vie. Une grande exposition consacrée à Johnny sera inaugurée au mois de décembre à Brussels Expo. Vous irez la voir? Ah, j'irai. Pour découvrir, redécouvrir des facettes parfois méconnues de sa vie ou sa carrière. Ah, ben j'irai. Si le temps me le permet, parce que quelquefois on est fort pris. Si jamais cet album s'y prend le large, et j'espère avoir le temps de pouvoir y aller, mais là j'irai sans faute. Et puis donc Johnny m'a dit, j'ai une chanson pour toi, mais tu me la chantes à la crooner comme tu fais d'habitude. Parce que moi je ne suis pas ténor, je suis plutôt baryton, crooner. Et là je ne parle pas fort, hein. En général je ne parle pas fort. Mais vous m'entendez quand même. Très bien. Hein? Ah, parfait. Et là, il m'a écrit pour faire une chanson. C'est le titre de la chanson, écrite par Johnny et parolée par Michel Malorian. L'équipe reste là. Revenons en Belgique. Au nom du roi Albert II, vous avez été décoré du titre de chevalier de l'ordre de la couronne. Oui. Que représente cette récompense à vos yeux? Ah ben, c'est extraordinaire parce que dans mon bureau, elle est encadrée avec tous mes disques d'or. Et vous savez que j'ai 60 disques d'or. 60. 60. Bientôt 61 alors. Espérons-le. Il faut y croire. Et donc, on disait... On parlait de cette récompense qui vous a été offerte au nom du roi Albert II. Oui. Là c'est... Donc, je disais que je l'ai, comme dans tous mes cadres qui sont accrochés, à chaque fois que je passe devant, ça me rassure, ça me fait du bien. Et en même temps, juste après, j'ai été décoré ici à Serein comme citoyen d'honneur. Citoyen d'honneur. Donc c'est de belles récompenses. Sur votre nouvel album, une chanson rappellera beaucoup de souvenirs à bon nombre de vos fans. C'est une certaine Cathy, célèbre tube de Marc Arian. Exact. C'est une chanson que vous aimez beaucoup. Ben, je l'ai toujours aimée quand elle est sortie, là, cette chanson. J'ai dit c'est une très 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 belle chanson de Marc Arian, malgré qu'il en a écrit quelques-unes qui étaient très belles. Mais Cathy, c'est très très
très bien dit, c'est bien ficelé, c'est une belle chanson. Et j'ai voulu la reprendre, et elle me va bien, paraît-il. C'est vrai, je le dis aussi. Oui, merci. Vous avez connu Marc Carian personnellement? Oui, je l'ai connu parce que j'ai enregistré dans son studio, qui s'appelle Cathy, et il était là un jour quand j'enregistrais d'autres chansons aussi, hein. Pas que Cathy, j'enregistrais d'autres. Et il est venu près de moi, il m'a dit, écoute, avec son style très personnel, ça, vous voyez, les grosses lunettes, et il m'a dit, tu vois le technicien qui est là, qui travaille pour toi, eh bien, après lui, il y a le Seigneur. Et il m'a fait rire, parce qu'il voulait monter un petit peu sa marchandise, en fait, La bonne équipe. la bonne équipe. Voilà. On l'évoquait brièvement, vous êtes aussi quelqu'un de très croyant. Ouais. Parlez-moi un peu de la relation que vous avez avec Dieu. Mais mon père était très croyant. Par la suite des choses, c'est normal qu'on devient, j'ai toujours suivi mes parents, surtout mon père aussi. Et il m'a fait découvrir un sanctuaire en Italie, près de Venise. Ça s'appelle Udine. Udine, exact. Et c'est la Sainte Vierge de Castelmonte. Et il y allait chaque année. Et moi, j'ai continué, malgré que je n'ai plus mon papa. Chaque année, une fois, deux fois, quelquefois même quand il m'arrive, on a eu des problèmes avec le Covid, c'était un peu difficile. Mais ça m'est arrivé d'y aller 3 fois au pèlerinage. Qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous demandez à la Sainte Vierge lorsque vous priez, puisque je sais que vous priez quotidiennement? Vous êtes au courant de beaucoup de choses. Écoutez, si je vous disais que je prie pour d'autres, que ce soit un ami, que ce soit un ennemi, je prie pour eux, ces gens-là aussi. Je prie pour les personnes qui sont malades. Je prie pour des gens qui sont à l'hôpital, qui n'en sortent plus et qui n'en sortiront plus quelquefois. Et quand je vais là-bas, je vais dans un centre, j'ai mal et quand je rentre, la prière du soir est toujours là, a toujours été là, et je crois qu'elle restera encore très longtemps là. C'est Dieu me prête vie. Et justement, toujours y croire, c'est une maxime importante dans votre vie. Je me souviens en 2019 de cette chanson Liberté, Oui. sur laquelle vous chantiez « Il faut y croire, même quand l'espoir paraît perdu. Oui. Il faut y croire, même quand on n'y croit plus. » C'est vrai. Oui. Mais j'y crois. Oui. Et cette chanson aide d'autres à toujours y croire aussi, au lendemain, qui chantent ou qui rechantent et qui réenchantent la vie quand on croit parfois qu'il n'y a plus d'espoir. Ne jamais oublier de toujours y croire. Oui, je crois qu'il faut rester positif et essayer d'y croire, parce que si on se laisse aller, on peut perdre tout. Donc la façon de croire, c'est peut-être aussi un côté qui rassure un peu aussi. Ça
ça peut rassurer une personne, ça peut rassurer beaucoup de monde. Bien sûr, je n'ai absolument rien contre les gens qui ne sont pas fidèles, qui ne sont pas croyants, mais moi je me sens vraiment bien comme ça. Peut-être même, à la limite, même un peu trop. Mais il n'y a jamais trop. Vous parliez de votre papa, vous aviez une vraie relation fusionnelle avec lui. Oui. Dans les semaines qui ont suivi sa disparition, vous avez envisagé de tout arrêter? Oui, j'étais en tournée de 23 jours, et j'ai été à la moitié de la tournée. Et là, j'ai eu la chance que le patron de l'établissement m'a encouragé, m'a laissé 2 jours de repos, si on peut dire. Et puis il m'a dit, il faut que tu reviennes, il faut que tu reviennes, il faut que tu reviennes, ça va te faire du bien. Et là-bas, tout le monde m'a accueilli, tout le monde m'a félicité, si on peut dire, du courage d'être sur scène. Et il y a même une personne qui me disait, un monsieur très gentil, qui m'a dit, tu vois tous ces vaisseaux là, toutes ces lampes qui sont là, eh bien, chante un petit peu pour elle aussi, parce qu'il est peut-être là, des choses pour encourager, bien sûr. Mais ça m'a fait du bien, ça fait du bien. Pour un garçon, la maman est très importante aussi. Et absolument. La vôtre s'est éteinte en février 2017. Oui, Elle souffrait de la maladie d'Alzheimer. oui, Comment avez-vous vécu son départ? très dur. Très, 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 très dur. La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui ne devrait pas exister, qu'on puisse trouver, on en parle, qu'on puisse trouver un remède, parce que c'est très dur, très dur, très dur. Et plus ça avance, et pire c'est, parce qu'au début, on dit des choses, on ne se rappelle pas de certaines choses, mais c'est pas énorme. Mais petit à petit, eh bien, petit à petit, on oublie le nom de quelqu'un, on oublie ceci, on oublie ce qu'on a laissé sur la table. Et de plus en plus, petit à petit, on mange de moins en moins. Et on n'a plus envie de manger, on ne croit, on ne reconnaît même plus les siens. Et c'est dur, dur de voir. Je pense que quand il faut partir un jour, parce que nous partirons tous, le plus loin possible, bien sûr, mais ce serait bien de ne pas partir avec l'Alzheimer, parce que c'est aussi bien que le cancer. Hein, donc, On préfère partir en bonne santé que de partir malade ou diminué. Mais moi, mon père est parti, il est parti avec son cœur. Le cœur s'est arrêté, et il croyait autant que moi, bien sûr. Et il priait toujours pour ne pas souffrir. Quand la vie me prendra, de ne pas souffrir, et il n'a pas souffert. C'est formidable. Comment est-ce que vous vous êtes relevé de la disparition de votre maman? Très dur. Très, 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 très dur. J'ai... Encore maintenant, hein, c'est pas facile. Mais j'ai eu très dur parce que je l'ai vu souffrir à un point... Donc même si ça a été très dur, c'était un soulagement? Entre guillemets, si on peut dire, c'était un petit soulagement, mais ça revient après.
un petit soulagement parce qu'on ne souffre plus. On n'a plus besoin de lui donner à manger, de la gaver. Donc elle ne souffre plus et vous, elle vous manque énormément. Ah oui. C'est un paradoxe hein, de penser aux deux. Oui. Et en même temps, c'est humain puisque nous vivons avec des émotions. Exact. Une lumière dans votre vie, c'est votre fille. Ah oui. J'imagine que c'est votre plus grande fierté. La plus grande fierté, oui. Oui, j'ai une fille qui est extrêmement gentille, Sandra, Sandra, et qui fait tout pour moi, qui m'aide beaucoup, qui me rassure, elle est toujours là. Sandra, c'est vraiment c'est la fille que j'ai jamais eue, quoi. vous l'avez eue. Et je l'ai eue. Elle vous a donné 2 petits-enfants. 2 petits-enfants. Quel grand-père êtes-vous? Oh, calme. Calme. Je suis une petite fille qui s'appelle Marine et un petit garçon, un garçon plus jeune, 19 ans. Je le disais, en 1973, vous sortiez votre première chanson « Je ne peux vivre sans toi ». On arrive en 2023. Qu'est-ce qui est prévu pour célébrer vos 50 ans de carrière? Ben, je pense l'Olympia. Ça fait, je crois, 21 Olympia. Oui, 20, on a fait 20 ou 21 Olympia depuis le début. Et pourquoi pas l'année prochaine déjà, on en parle. Hein. On en parle déjà. Tout dépend du succès, tout dépend de ce qui va se passer parce que bon, la vie va pas bien. Sur le plan de la bourse, par exemple, ça chute partout. Tout augmente, les gens ne savent plus se chauffer, c'est bientôt, donc il y en a qui ne savent même plus. Comment voulez-vous avec 600-700 euros de payer un loyer, de manger, d'avoir un GSM s'ils en ont encore, et payer tout ce qu'il y a. Donc, ça devient dur. Le temps passe. Comment vivez-vous le temps qui passe, justement, et quel rapport avez-vous avec votre âge? Ah, mon rapport, moi, dans ma tête, j'ai 35 ans. Ça, c'est un bel âge. Oui, 30, 35 ans. C'est l'âge de tous les possibles. Oui, c'est juste. Mais moi, je me sens bien dans ma tête. Bon, bien sûr, quand on a un rhume, comme pour le moment, je suis un peu enrhumé. Mais sinon, Dieu merci, j'ai pas encore eu de grosses catastrophes. Quoi. À 35 ans, on ne pense pas à la mort, alors vous n'en avez pas peur? Non. Et maintenant non plus. Vous avez une compagne à vos côtés qui vous rend heureux? Oui. Vous avez des projets particuliers ensemble pour la suite de votre histoire? Peut-être. On en parle, puis ça s'éteint, mais puis on en reparle. Peut-être qu'on va en parler sérieusement un jour ou l'autre. Le mot mariage n'est pas un mot trop fort. Et pourquoi pas? Moi, je connais très bien les artistes italiens parce que j'ai tourné 4 ans en Italie avec les plus grands. Bobby Solo, par exemple, pour en prendre un,
qui est âgé. Il n'a pas mon âge, je pense, oui. Eh bien, il vient de connaître, il n'y a pas longtemps, une jeune fille. Je crois même qu'elle doit être... elle n'est pas européenne. Je crois qu'elle doit provenir du Japon. Enfin, soit, il vient d'avoir un bébé. Donc, et elle a peut-être 25 ans. Donc il y a une fameuse... Là, il y a vraiment une grosse différence. Pour vous, ce serait votre premier mariage alors, puisque vous n'avez jamais été marié? Ah oui, j'ai jamais été marié. Et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous accepteriez? Mais en vieillissant, on se sent peut-être un peu plus sûr de soi. Est-ce ça peut-être? Est-ce qu'on se sent plus accompagné, plus proche que quand on est marié? Ça peut tourner mal même quand on est marié, mais moins quand même. C'est parce que peut-être vous avez senti que c'est la femme de votre vie que vous avez rencontrée. Oui, peut-être, bien sûr. Vous le dites que c'est la femme de votre vie? Ah oui, c'est une fille extraordinaire. Extraordinaire. Comment est-ce que vous envisagez la suite? J'espère que je vais pouvoir écrire encore quelques belles chansons, quelques belles mélodies, parce que je suis un peu plus fort, si je puis dire, en mélodie qu'en paroles, qu'en texte. Les textes, j'en ai écrit une centaine de textes. J'ai écrit oui, une petite centaine. Mais des mélodies, j'en ai écrit 500. Hein? Il y a beaucoup de bonheur dans votre vie, peut-être un feu d'artifice qui approche avec ce projet que vous évoquez en filigrane derrière quelques mots, en tout cas des pensées qui sont bien présentes. Donc je vous le souhaite encore beaucoup de bonheur. Merci beaucoup. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on viendra vous applaudir le 9 octobre à 16 h au Forum de Liège. Oui. Magnifique salle du Forum de Liège. Oui. Merci de m'avoir reçu aujourd'hui. Avec plaisir, avec tout mon plaisir. J'ai passé un très bon moment avec vous. Merci. Un moment fort en complicité et en émotion. Et exact. Merci pour cette générosité, Franck. Mais c'est de tout cœur. Merci à vous de nous suivre, toujours fidèles au rendez-vous et avec beaucoup de générosité dans vos messages que vous m'adressez et qui me touchent aussi. Merci à vous et à bientôt. Merci.